m'a fait connaître Guillemin, j'étais très jeune, j'étais adolescent, en Belgique, et peut-être qu'on connaissait mieux alors Guillemin en Belgique qu'en France, là où la télévision était apparue dans les foyers, et on avait l'occasion d'avoir des conférences télévisées d'Henri Guillemin. Donc on avait un monsieur, quand on était jeune, c'était un vieux monsieur, qui causait comme seule image et qui par sa parole, indépendamment de toutes les apparences, pouvait fasciner. Et je pense qu'il a contribué à me donner ce goût de l'histoire quand j'étais adolescent. L'histoire, c'était l'histoire bataille, l'histoire des dates, l'histoire des faits qu'il fallait retenir par cœur, et tout d'un coup, on avait quelqu'un qui expliquait et qui, d'une certaine manière, me donnait les moyens de comprendre. Quand on est, j'étais adolescent, je dis, mais quand peut-être un enfant très attardé, puisque contrairement à ce que Rousseau dit, l'homme n'est naturellement bon, il devient historiquement mauvais. Moi, je pense que l'homme n'est naturellement intelligent, il devient historiquement con. Hein. Quand un bébé peut parler, il pose la question du pourquoi. Et puis les choses, la société le rattrape, les choses deviennent évidentes. Et il finit par ne plus se poser la question. Donc j'étais peut-être un peu un bébé attardé qui me posait la question du pourquoi des choses. Guillemin était un de ceux qui a contribué à y répondre. Et j'ai pu le connaître aussi, le sait-on, j'habitais dans cette Belgique, venant du monde ouvrier à la Louvière, on ne sait pas où c'est, peut-être entre Mons et Charleroi, entre Jemappes et Charleroi, dans cette région des minières, de l'industrie du charbon qui prolonge le bassin du Nord, et du côté de la Louvière, dans une commune qui s'appelle Aisne-Saint-Pierre, il y avait un cercle un cercle Henri Guillemin qui organisait des conférences. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'université, de pouvoir venir à l'université, j'ai été écouter Henri Guillemin venant faire une conférence à Bruxelles. Je l'ai connu aussi à travers ce livre par lequel il tord les choses dans l'autre sens. Et je n'imaginais pas comme Jeanne Belge, comme Belge peut-être encore aujourd'hui, je ne l'imagine pas, comment ça pouvait être courageux de sa part d'avoir publié son Napoléon, que je trouvais d'ailleurs quelquefois un peu exagéré dans la critique qu'il en faisait, mais sans en avoir apprécié. C'est Florence qui me disait encore hier soir ce que ça pouvait représenter en France, de partir à l'assaut de ce mythe national incontestable qu'avait été le grand Napoléon, qui avait fait. Et donc, donc, j'y avais retrouvé là des choses, d'autant plus que j'y voyais vivre dans cette façon d'interpréter l'histoire, comme on l'a dit, quelquefois avec quelques carences de ce qu'on appelle la rigueur historique ou de la précision. Sa conférence qu'il avait faite à Bruxelles, il avait, sur un sujet auquel je m'intéressais, fait, à mon avis, dans son improvisation, une ou deux toutes petites erreurs qu'on aurait inévitablement sanctionnées qu'un professeur qui sanctionné si ça avait été dans le cadre d'un examen oral d'un de ses étudiants. Et c'est par là qu'il m'avait en fait plu, par cette capacité d'intégrer des erreurs. Mais je les ai oubliées d'ailleurs, lesquelles elles étaient ces erreurs, mais j'ai gardé cette façon de voir vibrer les choses et de les voir vibrer à partir de quelque chose qui m'a toujours concerné. Guillemin m'a passionné parce qu'il était passionnant, mais il m'a passionné aussi parce qu'il parlait à partir d'une position qui était celle du monde des exclus, du monde des petits, du monde des laissés pour compte. Il le prenait en considération et il montrait que ces laissés pour compte, cette masse anonyme, avait eu aussi un rôle à jouer. C'est ça qui peut-être
peut-être a contribué à me faire aimer l'histoire, en tout cas un de ceux qui a contribué à me faire aimer l'histoire. Juste encore une minute, dernière chose, sur ce que Edoui a dit à propos de Péguy. Hein. On sait depuis Zesternel qu'il est loin d'être le seul. Il y avait plein de progressistes, de socialistes, de communistes radicaux au début du XXe siècle qui, à la charnière de la Première Guerre mondiale, ont basculé dans le camp du nationalisme, et c'est intéressant que Guillemin ait bien mis le doigt là-dessus. Je pense que ce n'est pas étranger à sa fibre populaire. Il a compris qu'il y a des solidarités que l'on peut appeler de ce terme suranné si l'on veut, mais solidarités de classe. Alors qu'aujourd'hui, les solidarités que l'on propose au laissé-pour-compte sont des solidarités de nation. Et Péguy, on pourrait prendre en France Sorel, on pourrait prendre Dea, Doriot, Mussolini, Mosley en Angleterre, De Man en Belgique, tous ces gens qui vont fournir le bataillon du fascisme, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est troquer cette idée de la solidarité des opprimés, des laissés-pour-compte, des méprisés, des pauvres, pour une solidarité de nation qui met des barrières verticales entre ces laissés-pour-compte que Guillemin les rappelait, est aussi aujourd'hui tout particulièrement intéressant et historiquement intéressant dans la conjoncture que nous vivons actuellement, que ce soit en France ou dans toute l'Europe occidentale. Juste une petite précision à propos du fait que Guillemin n'a pas donné on n'a jamais proposé à Guillemin de donner des conférences à la télévision française, ancienne ORTF. C'était sous Pompidou, ils ne s'aimaient pas beaucoup tous les deux. Pompidou le traitait de fouille-merde, quoi. Hein, les poubelles. Hein, à cause du Napoléon. À cause de Napoléon. Ouais, bon, c'était vraiment triste. Mais Guillemin a fait toute une série, enfin pendant très longtemps, de conférences purement littéraires. Donc il était connu en France beaucoup dans les circuits qui organisaient à l'époque les conférences, comme un historien de la littérature. Et c'est très intéressant ce qu'il faisait, mais c'est vrai qu'à l'étranger, il lui a été plus facile de parler à ce moment-là de l'histoire de France. Bon, et donc là-dessus, il a eu plus d'opportunités, on va dire, qu'il en a eu. Et je reste persuadé, je le disais ce matin, qu'il y a un gisement extraordinaire de conférences. Donc, si jamais vous entendez parler parmi vos amis de gens qui ont gardé des enregistrements, il faut absolument les rassembler, parce qu'on a encore plein de choses à apprendre de ce point de vue-là. Est-ce que... Étienne, tu veux dire quelque chose? Des lettres aussi. Des documents, quoi. Oui, alors ça, les lettres, moi je vais dire ça, les lettres, je suis toujours un peu plus réticent parce que Guillemin n'a pas souhaité garder un certain nombre de lettres. Il a quand même beaucoup brûlé de choses. Il n'a pas toujours pensé que les autres avaient gardé ces lettres. C'est toujours comme ça. Et c'est toujours comme ça, il le savait pourtant, parce que c'était comme ça qu'il avait fait une partie de son travail aussi. Hein. Maintenant, ces lettres, pour passionnantes qu'elles puissent être, avec le caractère très, oui, justement passionné de Guillemin, est-ce qu'elles apporteraient suffisamment de choses? Moi, personnellement, je pense que non. Mais, par exemple, quand j'ai entendu qu'il y avait une correspondance entre René Girard et, j'ai appris ça hier, René Girard et Guillemin, évidemment, je suis quand même assez curieux de savoir par quel biais ils ont pu entrer en contact, est-ce qu'ils ont pu échanger. Bon, hein, voilà, ça peut être intéressant. En fait, Guillemin, c'est un journaliste. Un journaliste digne de ce nom. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les puissants et qui leur dit ce qu'il faut leur dire. Oui. Je trouve que c'est un journaliste exemplaire. Oui, je suis assez d'accord parce qu'en fait, sur deux textes qui sont fabuleux, qui est l'affaire Pétain.
Bon, et le dernier texte sur la guerre du Golfe, il n'a pas la distance, il n'a pas tous les éléments, il n'a pas les archives, il n'a pas... Pour les autres livres, il va quand même beaucoup dans les archives. Hein, il va lire des choses que les autres n'ont pas lues. Je pense que ça, c'est vrai. Mais là, il arrive vraiment à une analyse qui est d'une pertinence, d'une intelligence. Voilà, on fera difficilement mieux. Je vais réagir à ce que vient de dire Étienne Chouard, parce que pour moi, la question de cette spécificité que serait la profession du journaliste, pour moi, ne renvoie qu'à un droit qui n'est pas le droit des journalistes, qui est le droit des citoyens, mais qui, pour moi, et encore récemment, qui est pour moi le droit de savoir. Et c'est très important de le définir comme ça, parce que le droit de savoir, c'est savoir ce qu'il en est de notre présent, mais notre présent est encombré de passé, et le passé lui-même est porteur aussi de potentialités pour le présent. Et ce n'est pas un hasard si le début de la presse démocratique, c'est-à-dire la presse de masse, hein, la deuxième révolution industrielle, rotative, électricité, la presse n'est pas chère, et la presse n'est plus du coup un lieu des dominants, hein, les écrivains, les publicistes, les politiciens, etc., devient la presse qui circule, c'est contemporain des universités populaires. En même temps qu'il y a cette presse de masse, émerge l'université populaire, où après le travail, on va... Et parfois, ce sont les mêmes acteurs hein, qui se retrouvent dans cet univers-là. Le droit de savoir. Et donc, je trouve que là, on est au cœur de questions d'aujourd'hui. Les conférences de Guillemin de la télévision suisse, reprises sur la télévision belge, suisse, etc. Vive les petits pays hein, par rapport à ceux qui se prétendent grands, hein, voilà, et qui du coup sont faibles de leur prétendue grandeur. Et du coup, aujourd'hui, la révolution numérique, c'est pour ça qu'elle est pour moi porteuse potentiellement, aucune technologie n'est libératrice en soi. Bon, Étienne Chouard l'a montré le premier, je dirais, par son activisme numérique. Eh bien, dans une stratégie du faible au fort, elle est porteuse d'une révolution démocratique. C'est-à-dire ces conférences, aujourd'hui, voilà, elles peuvent circuler, et votre colloque pourra circuler, le son, l'image. Il y a un effet démultiplicateur, il y a comme une contre-démocratie, comme une contre-société qui s'invente, là, par rapport à celle qui prétend confisquer la parole d'en haut. Et pour moi, c'est décisif de se dire cela comme cela. Et là, je ne vais pas le détailler, mais parmi les potentialités, comme les pistes du passé sur la Révolution française, il y a, je ne veux pas le lire, hein, mais je l'avais apporté là, un des discours en 1791 de Robespierre sur la liberté de la presse. C'est une défense des lanceurs d'alerte par rapport à des débats d'aujourd'hui. Quand il dit en clair, en résumé, il dit ceux qui ont un pouvoir, les ministres, hein, ceux qui gouvernent, ceux qui ont un pouvoir administratif, ils sont puissants. Ils ont une puissance. Et donc ceux qui les dénoncent, ceux qui les critiquent, sont en situation d'inégalité. Et donc, indépendamment du débat de savoir s'ils disent vrai ou faux, on ne peut pas permettre à ceux qui sont puissants de poursuivre à égalité ceux qui sont en bas et qui sont plus faibles. Et donc il propose, en fait, il dit d'interdire, hein, c'est la formule, permettre aux fonctionnaires publics de poursuivre comme calomniateurs quiconque oserait accuser leur conduite, c'est abjurer tous les principes adoptés par tous les peuples libres. C'est quand même génial. Vous voyez, la dimension formidable. Et vous voyez bien, si on vous parle de M. Edward Snowden, du soldat Bradley Manning, de ces citoyens qui décident avec un courage immense, ils ont moins de 30 ans, ils ont 22 ans, etc., de mettre, hein, d'aller, vous voyez bien ce déséquilibre. Là, je ne vais pas développer, mais je voulais souligner ça. Et juste sur Napoléon, puisque vous en parlez, et en faisant écho au basculement, en clair, les résonances de notre époque avec d'autres moments où tout glisse, hein, et où tout peut glisser. On s'est dit en aparté que le cas de Peggy est plus complexe, hein, on n'a jamais cédé sur l'antisémitisme, etc., ce que Guillemin rappelait, à tout le moins, hein, par rapport à d'autres, et plus complexe et plus contradictoire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs filiations péguistes, pourrait-on dire, mais on va pas rentrer sur Guillemin ici. Mais je veux dire, sur Napoléon, il y a comme un fait symbolique. Je vais parler d'un personnage que connaît bien Patrick Rodel. Voilà. Il y a une année où tout d'un coup, deux personnes qui sont normalement situées politiquement pas au même endroit font un éloge de Napoléon III. Comme, au fond, celui qui nous a bien gouvernés, qui a
tuer la République, etc. Et c'est qui? C'est Philippe Séguin d'un côté, Alain Minc de l'autre. 2 essais biographiques pour dire l'homme qui nous manque, c'est Napoléon III. et ça se passe évidemment après la chute du mur de Berlin, après le basculement dans ce monde qui est le nôtre, là, où donc toutes sortes d'autres forces vont se libérer par la fin de cette tension que faisait cet déséquilibre entre deux mondes. Et donc, tout d'un coup, il y a, entre ce gaulliste dit... et ce social-libéral, ou libéral, pas du tout social, qui est Minc, autoritaire, et il y a au fond la quête d'autoritarisme, tout de suite. D'autoritarisme, c'est-à-dire que c'est là où on voit que commence à naître, au fond, le combat contre la question sociale par l'affirmation de la nécessité d'une restriction démocratique. Ce que Minc théorisera dans un livre où il dira au fond sauvez-nous de la justice, du journalisme, de l'opinion, du peuple, quoi, et cette confiscation oligarchique, les oligarques qui prend forme à ce moment-là. Mais elle prend forme en convoquant le neveu, là, le Napoléon le Petit. Voilà. On pourrait parler de quelque chose qui comptait. Oui. On pourrait parler de quelque chose qui comptait beaucoup à Athènes, qui était la mise en scène des conflits. Les Athéniens, pas les Grecs, juste les Athéniens, se servaient du théâtre et de leur assemblée et de l'Iségorias et le droit de parole pour tous pour mettre en scène les conflits. C'est-à-dire que la rugosité des débats et des échanges est pédagogique. Et c'est une partie de ce qui est très passionnant chez Guillemin, c'est cette passion qui, même si elle se trompe, quelquefois, évidemment, tout le monde se trompe tout le temps, est communicative et donc nous éduque. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez la controverse entre Lippmann et Dewey sur l'opinion, mais Lippmann a induit dans le journalisme la neutralité en disant il y a un livre de Lâche que vous devriez lire qui s'appelle La révolte des élites, dans lequel il y a un chapitre formidable qui s'appelle L'art perdu de la controverse, dans lequel Lâche explique merveilleusement bien, c'est quelque chose qui est très 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 actuel, comment au XIXe siècle les journalistes donnaient le spectacle de querelles très violentes, mais auxquelles les lecteurs s'identifiaient, essayaient de reproduire la même chose à la maison, et pour reproduire les mêmes controverses à la maison, avaient besoin d'informations, et buvaient donc les informations, lisaient les journaux, les buvaient comme une éponge. Et depuis que Lippmann a réussi à imposer aux journalistes il a imposé, c'était une doxa qui a grandi, mais a imposé une neutralité, les faits, juste les faits. Ce que soutient Lâche, c'est que ça a éteint l'opinion publique en nous privant du spectacle des controverses, de la mise en scène des conflits qu'il y a normalement dans toute démocratie digne de ce nom. Et cette extinction, en fait, elle dépend de la combativité des journalistes, ou pas. Donc, les journalistes devraient nous organiser des pugilats. Mais ce serait beaucoup plus pédagogique si on voyait vraiment les gens s'empailler. Nous progresserions tous. J'ai besoin de mes adversaires pour progresser. Et tout le monde est comme ça, je veux dire. Et les journalistes dignes de ce nom devraient. Et je voulais aussi dire un mot de Marat, qui était plus sensible à la liberté de la presse et à l'importance du journalisme dans un régime de liberté, parce qu'il avait vécu 7 ans en Angleterre avant de vivre la Révolution française, c'était le plus vieux de la bande. Et vraiment, le livre de Jean Massin sur Marat est une merveille, une perle. Je vous recommande de lire Marat. C'est un torrent de calomnie dont il a été couvert comme Robespierre. Et comme Robespierre, il faut le lire. Lisez Marat en lisant Jean Massin. Vous allez voir, c'était un gars formidable. Pas parfait, qui est parfait, mais un gars étonnamment honnête, pugnace et clairvoyant. Et tout à fait un immense défenseur de la liberté de la presse et en acte. Un exemple remarquable. Marat, tous les oligarques ont donné le plus grand mal. C'est un buveur de sang. C'est pas vrai. Lisez-le, lisez l'étude de Jean Massin. Oui, bien sûr. D'accord. Lire Massin, mais
Bir Mara lui-même. Oui, Oui, voilà. c'est ce que vous Bir dites. Mara lui-même, c'est ce que je voulais Oui, dire, sur les- parce qu'on vient sur de les faire une esclavages. réédition, enfin on vient de faire Les chaînes de l'esclavage. une réédition complète des œuvres de Marat en Belgique, Pôle Nord, édition Pôle Nord. Voilà. Il y a 20 ans. 89-93, ils ont réédité un boulot formidable, les 10 volumes de tout le journal L'Ami du Peuple de Marat et d'autres textes de Marat. Je vous conseille de lire le journal, c'est formidable, formidable. Des sources, c'est merveilleux, franchement. Bon, ben, vous trouvez ça se trouve chez les Bruxellois, à Pôle Nord. Vous cherchez sur Internet Pôle Nord. Voilà, alors je ne sais Il y a pas si vous avez 25 trouvé. ans. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans qu'ils l'ont fait pour le bicentenaire. On va laisser la parole à la salle. Oui. Voilà. Lire Marat, parce que quand j'en ai parlé, de la façon dont Onfray le traitait, la Oui. critique que j'ai pu faire d'Onfray, j'ai eu alors là le plaisir ainsi de pouvoir conclure la critique que j'en ai faite en laissant Marat lui-même 2 siècles avant préventivement, prophétiquement répondre à Onfray en critiquant le genre d'intellectuel qu'il était. Faut lire, C'est vrai que Faut laisser la parole. c'est vrai que Luc Vincent est indigne. Hein. Bien, alors c'est vrai qu'on a monopolisé la parole, mais enfin bon voilà, on s'excuse un peu, mais bon, mais on peut encore rester entre nous et si vous avez toutes les questions que vous avez à poser, vous pouvez les poser bien entendu et dans la mesure de nos possibilités, nous y répondrons. Alors parlez fort parce qu'on n'a pas de micro-baladeur. Alors j'ai une question, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Je ne sais pas qui d'entre vous pourrait mieux répondre. Donc d'après ce que j'ai lu, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des systèmes éducatifs qui étaient proposés à l'heure de la Révolution. Et alors d'après ce que j'ai lu, donc il y avait plusieurs systèmes éducatifs. Donc celui qui a été retenu surtout, c'est celui de Condorcet. Et donc il y avait aussi, et il me semble, d'après ce que j'ai lu, Robespierre avait plutôt soutenu celui de Lepelletier de Saint-Fargeau. Oui. Et alors, à ce propos-là, avant de poser ma question clairement, je voudrais juste dire 2-3 choses. Parce que donc, et Lepelletier de Saint-Fargeau, il me semble qu'il y a une continuité dans son. Parce qu'il disait, il voulait proposer de l'éducation. Condorcet, c'était surtout de l'instruction, mais Lepelletier de Saint-Fargeau, il y avait une idée de faire de l'éducation, de la morale, ce qui est compliqué. Et il me semble que c'est dans l'Émile Rousseau qui, avec l'Émile, veut essayer de faire de l'éducation, mais on éduque tous les enfants ensemble, qui progressent tous ensemble, sans oublier l'Émile. Et donc c'est comme ça qu'on ne comprend pas dans le totalitarisme. Il ne faut pas oublier l'Émile, le singulier. Et même le Pelletier Saint-Fargeau, il disait même en substance qu'il fallait, je crois, empêcher les riches de se cultiver plus vite que les pauvres. Et alors il me semble après qu'on peut voir, peut-être que c'est une erreur, mais un lien avec le travail de Bourdieu, qui proposait une mesure, par exemple, en disant les bons profs, ils pourraient aller en banlieue, et les mauvais profs, ils pourraient aller en récate. Enfin voilà. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les liens de Robespierre avec sur le système éducatif de Pelletier Saint-Fargeau, et comment est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui de l'éducation, mais en empêchant les riches de pousser, parce que oui, il y a des riches, il y a 1% de riches, mais le message se diffuse. Enfin, il n'y a pas vraiment une dualité. Quand vous parlez avec des étudiants de Sciences Po qui sont en école de commerce, le message se diffuse. Enfin, les gens ils défendent à mort le capitalisme et la représentation. Enfin, c'est assez étonnant. Enfin, même les préjugés sont vite, mais vraiment, les gens ils votent tous au long des synthèses. Tu connais très bien Condorcet. Le petit Bernard de France qui propose d'autres travail sur l'éducation. C'est un vrai problème, le problème de l'éducation, effectivement, politiquement, et au cas de la Révolution. Yannick, vous avez des choses à dire là-dessus? Oui. Je ne suis pas un spécialiste de la question de l'éducation, mais il est évident que l'éducation est au centre du projet révolutionnaire, mais elle ne passe pas forcément par des systèmes scolaires, elle ne passe pas forcément par de l'éducation nationale ou de l'instruction publique au sens où on l'entend aujourd'hui. Elle peut passer également par de la pratique politique.
Il y a même tout un débat dans les années 91-92 sur une science sans culotte, qui serait donc une science qui serait accessible au sens commun. L'idée que, je disais tout à l'heure à propos de Guillemin, que le courage de se servir de son entendement, défini par Kant comme étant les Lumières, c'est au cœur même du projet de la Révolution française qu'on trouve également chez Thomas Paine, l'idée de sens commun. Ça veut dire qu'il y a un pari qui est pris selon lequel tous les individus ont un entendement et ils peuvent le mobiliser sur des questions, et en particulier dans des situations qui sont politiques, où ils vont pouvoir affronter le réel, proposer des solutions, ajuster leurs connaissances, se battre avec les autres sur le plan des idées, lire, et ça joue un rôle extrêmement important dans la conception qu'a Robespierre de l'éducation. Alors il lit le discours de Lepelletier parce qu'il était à l'époque au comité d'instruction publique et qu'il a en charge cette lecture. Il en partage un certain nombre d'aspects, probablement, peut-être pas tous, mais les questions d'éducation, c'est au sens très large du terme que j'évoquais à l'instant, sont vraiment centrales. On trouve également chez Saint-Just, dans ces institutions républicaines, où il y a cette idée de quelque chose qui permettrait à une société de faire corps, de faire lien, d'éduquer une jeunesse à l'idée de réciprocité, à l'idée d'égalité. Donc nous sommes tous libres, c'est-à-dire que nous sommes tous égaux, ça veut dire que nous sommes tous égaux devant la liberté. La mise en place, les modèles sur lesquels se constituent ces institutions sont effectivement souvent des modèles collectifs, où il faut aussi apprendre non seulement à penser, mais apprendre également à agir, apprendre à défendre des idées, et donc il y a aussi toute une instruction militaire qui est associée à ça, mais qui n'est pas une confiscation, comme on le dit souvent, des enfants qui seraient mis dans un système totalement fermé, où il y aurait une espèce de couveuse, si vous voyez ce que je veux dire, dans laquelle on fabriquerait un nouveau citoyen, un homme nouveau. Tout ça est faux. L'axiome est assez simple. Les hommes sont faits pour le bonheur et pour la liberté, partout ils sont esclaves et malheureux. Notre rôle est de rappeler cette vérité. Il faut que l'instruction et l'éducation rappellent toutes ces questions. Et sur Condorcet, il y a différentes lectures de Condorcet. Condorcet s'intéresse également à ce qu'il appelle l'instruction sociale. Et il fonde avec Sieyès, au mois de juin 1993, un journal d'instruction sociale dans lequel il pense, on va dire, une orthopédie, une orthodoxie, dans laquelle on doit formater un peuple prêt à accepter une certaine représentation de la liberté. En particulier, il dit que c'est plutôt un physiocrate de formation, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a une physique du social, que le marché est une donnée naturelle, comme la chute d'un corps chez Newton est une donnée naturelle. Et il constate que le peuple n'est pas prêt à accepter cette évidence qui vient par la raison. Et donc il faut l'éduquer à prendre conscience que son intérêt est, qu'il voit qu'il n'y a pas de différence entre l'intérêt des riches et celui des pauvres. Ce sont ces mots. On est peu chez Guillemin, à vrai dire. Oui, assez peu. Pas beaucoup Condorcet, il faut le dire. Voilà. Et donc il faut apprendre ça, il faut apprendre cette logique. Donc c'est un débat complexe entre Condorcet d'un côté, cette vision de l'éducation, de l'instruction sociale, et puis d'autres débats, une science qui est du côté des experts, une connaissance qui est du côté de ceux qui savent et qui doivent diffuser, après acculturer les autres à cette science, ou au contraire, une science sans culotte, qui est dans l'action. Il y a en gros entre ces deux pôles, on a tout un tas de positions, et des fois qui évoluent, qui changent dans la Révolution française. Oui, la notion d'exemplarité, par exemple, est importante. Mais ça n'a rien donné sur le plan concret, je veux dire. Des débuts d'expérimentation pédagogique ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pas vu pendant la... En l'an 2, si, ça commence. En l'an 2, ça commence. D'accord. Tout à fait. À chaque fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas devant des abstraits qui sont dans des idées, dans des projets. Très souvent, ça part de pratiques. Ceux qui remontent par des représentants en mission, qui remontent par des pétitionnaires, des délégués, et ce va-et-vient que j'évoquais ce matin se fait concrètement. Il est dans la Constitution de 93, mais il se fait dans les pratiques. Les lois de Ventose, par exemple, elles ne viennent pas du néant, elles viennent de ce va-et-vient, de cette circulation qu'il y a entre
des pratiques de base, et puis des législateurs qui sont là pour traduire en loi, en quelque sorte, des choses qui sont dans les pratiques. Oui, merci d'avoir mis l'accent sur l'instruction. C'était très très important. Oui, j'ajoute juste rapidement qu'il y a eu à partir de 1793 et progressivement des écoles primaires dans les communes, précisément une fois de plus, sous le contrôle des assemblées primaires communales dont je vous ai déjà parlé. Et c'est tout à fait intéressant parce que rien n'était encore décidé sur le plan national et les communes ont commencé à organiser elles-mêmes leurs écoles primaires immédiatement tout de suite. Donc voilà, ce sont des exemples que vous pouvez retrouver dans les études qui ont été faites sur la sans-culotterie parisienne en particulier, les travaux de Soboul et de quelques autres, où vous avez de temps en temps quelques lumières sur ces pratiques populaires qui sont extrêmement variées et très riches. Merci. Je voulais juste ajouter qu'il y a l'expérience de Léonard Bourdon, l'école des enfants de la République. L'école des enfants de la République de Léonard Bourdon, qui a été mise en place au printemps 1794, qui a une existence éphémère. Et il y avait un certain nombre de projets d'éducation. Il y a eu celui de Talleyrand, Olympe de Gouges elle-même a proposé une forme d'éducation mixte, et la première et surtout, il faut parler du rôle des clubs révolutionnaires qui ont mis l'accent sur l'éducation. Il y avait en particulier ce qu'on a appelé le lycée ou musée, qui est une institution qui a été établie dès 1781, qui a pris des formes différentes, mais dont le but était l'éducation publique, et on faisait appel à des scientifiques, chacun dans son domaine. Pilâtre de Rosier était un des promoteurs de ce musée, du lycée également. Et tout ça a pris une forme à l'époque de la Révolution. Mais on était plus dans une recherche, on parle de Gavanis qui est intervenu avec Condorcet aussi sur les plans d'éducation. Ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement présent. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Guillemin, on parle beaucoup de ça. De quoi? Guillemin parle beaucoup de l'éducation qui est faite par les possédants pour nous. Ah oui, bien sûr. On apprend à nos enfants à être dociles et résignés, et comment c'est tantôt les prêtres, tantôt les instituteurs, mais de toute façon la mission est la même, et très clairement, et dans les petits papiers, ils ramènent les instructions sans vergogne. Hein. Juste un mot parce que si nous, moi je pense tout ça qu'en imaginant concrètement, qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire, de ces connaissances, qu'est-ce qu'on va en faire pour fabriquer demain? Et donc nous allons avoir, si nous écrivons notre constitution, on va avoir ce problème central de l'éducation. Et le travail de Franck Lepage sur la culture et l'éducation, je vous recommande, il a fait une conférence gesticulée qui est très intéressante, où il explique comment, après la guerre, nos parents ont réalisé qu'on pouvait être à la fois très cultivé et nazi, et que ce qui manquait aux enfants de toutes les nations, c'est une éducation politique des jeunes adultes, et que c'était ça le projet culturel du Conseil national de la résistance, et que ça a été complètement saboté, et que nous avons eu le premier ministère de la culture en réduisant la culture à l'art et en retirant l'aspect politique qui devrait y avoir dans la culture. C'était une véritable catastrophe pour la culture. Donc je crois qu'on a notre ministre de la Culture, il y avait deux précédents, il y en avait eu un chez Staline et un chez Hitler, je crois. Avant, il n'y avait pas eu d'autre ministère de la Culture. Et ça a été réduit à l'art, c'est-à-dire que si nous pensons l'éducation, il faudra s'occuper de l'éducation politique des jeunes adultes pour éviter les guerres, sûrement. Et leur faire écouter beaucoup de Guillemin, sans doute. D'autres questions? Oui, monsieur. Au sens où on a l'impression qu'il n'y avait pas cet ancien régime, et Robespierre a justement le social de l'impôt fait quand même beaucoup vis-à-vis de cela. Qu'est-ce qu'il peut parler? Oui, Robespierre a en effet défendu, comme d'autres, Thomas Paine et d'autres, un projet de démocratie sociale
avec des réformes agraires, avec toute une série, toute une politique économique, comme je l'ai rappelé rapidement, mais également, bien sûr, un volet concernant l'impôt progressif. Et un impôt progressif qui était pensé de façon à ce que les fortunes très importantes soient de plus en plus diminuées de façon à être redistribuées, bien évidemment. Donc vous avez ici des propositions qui sont extrêmement démocratiques et sociales. Et la question des droits sociaux, des droits économiques et sociaux est allée au grand jour dans cette période-là. Thomas Paine, par exemple, a fait un programme de droits sociaux qui est absolument formidable, prodigieux, qu'il a écrit dans son livre des droits de l'homme, à l'usage de l'Angleterre, dans un contexte très précis qu'il faudrait rappeler, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais qui est vraiment extrêmement passionnant. Mais pendant la Révolution française, les mêmes problèmes se sont posés, ont été formulés, et la Convention montagnarde a également répondu à ces questions. Et elle a répondu d'une manière qui est véritablement sociale, socialiste, dans ce sens indiqué là. Car effectivement, il ne s'agissait pas d'établir un système de domination d'une classe détenant les moyens de production à cette époque. Bien au contraire. La grande réforme agraire qui a été faite, c'est une réforme agraire qui a divisé la terre cultivée, véritablement divisé la terre cultivée, qui a empêché le monopole, la constitution du monopole de la propriété foncière tel qu'il était en train de se constituer à la veille de la Révolution entre les mains des grands féodaux. Alors, vous avez ici un arrêt, quelque chose de vraiment décisif et très important, très intéressant sur le plan de l'histoire économique agricole de la France, un arrêt de la concentration de la propriété foncière et de l'exploitation agricole. Alors, en complément de ce projet d'impôt progressif, avec un maximum sur les fortunes, il y avait aussi un projet de maximum sur la taille des exploitations agricoles qui était formulé par les paysans eux-mêmes, qui savaient quand même très bien de quoi il s'agissait. Quand vous avez une concentration de la grande exploitation agricole, eh bien, ça veut dire que vous avez des paysans qui sont rejetés, qui sont mis en dehors du marché des terres en fermage. Donc, ils ne peuvent plus y atteindre. Il faut qu'il y ait résolution de ce problème. Et la Révolution a formulé des propositions extrêmement concrètes. Le résultat a quand même été positif, je crois, dans l'histoire de France. Alors évidemment, ce n'est pas l'histoire de la concentration des moyens de production au sein d'une grande aristocratie foncière. Justement pas. Vous lisez Balzac, Les paysans, par exemple, et vous verrez, il évoque, dans des termes très aristocratiques, mais n'empêche, il l'évoque, le morcellement des terres en France et la lutte des communautés villageoises pour empêcher la reconstitution des monopoles des exploitations, enfin la concentration des exploitations agricoles et du monopole foncier. C'est tout à fait essentiel. Et c'est resté. Cette réforme agraire est restée. Elle n'a jamais été remise en question. Louis XVIII avait des ultras autour de lui, ce qu'on appelait des ultras, qui formaient la partie ultra de ses soutiens, et qui lui réclamaient, au moment de la Restauration, de rétablir la féodalité. Il a répondu: messieurs, est-ce que vous voulez rétablir la jacquerie en France? Réfléchissez, voilà, bon. Et ils se sont abstenus, ils ont commencé à se calmer. Et ça, c'est très intéressant. Alors on appelle ça aussi, vu le déterminisme économiste qui nous aveugle, on a appelé ça l'arriération de la France, parce que des paysans vivaient moins mal que des paysans expropriés. Vous voyez, je veux dire, il y a des choses dont il faut prendre la mesure. Il faut prendre la mesure de l'histoire aussi, qui est importante, intéressante. J'ai répondu en partie à votre question, mais elle reste. Je crois qu'on va... Voilà. Voulait faire la même chose en France parce que ça permettait toute cette masse de main-d'œuvre de ceux qui sont services sanitaires pouvaient fournir une masse de main-d'œuvre au marché pour l'industrie naissante. Et donc, voilà, il fallait en France faire la même chose pour
Exactement. Et c'était l'objet des réformes physiocratiques dans les années 1764-68, puis celle de Turgot en 1775, puis celle de l'Assemblée constituante, et la Révolution l'a empêché. Si on comprend la Révolution comme une révolution bourgeoise, d'ailleurs je ne sais pas très bien ce que c'est un oxymore, ça, une révolution bourgeoise, j'avoue que... Enfin bon, bref. Je crois qu'on ne la comprend pas du tout, c'est au contraire une révolution démocratique et sociale qui a empêché et interrompu ce processus qui était engagé pour des tas de raisons. Hein. Mais pour compléter ce que vous venez de dire, parce que c'est tout à fait intéressant, la loi du 17 juillet 1793, la loi du 10 juin, etc., faite par la Montagne, justement, a reconnu la propriété collective des biens communaux aux communes et aux habitants, hein, avec les droits d'usage aux habitants. Donc on a vraiment reconnu en France à ce moment-là, dans le droit révolutionnaire, ce qui a été conservé, l'existence d'une propriété collective de biens communaux. C'est important et intéressant. On n'a pas du tout une forme unique de propriété privée aux mains de la grande aristocratie française. Hein. Pas du tout. On va dire que c'est la dernière question, mais parce que il faut qu'on laisse aussi. Tu parles, moi j'ai faim maintenant. Je n'ai rien entendu. Mais rien du tout, monsieur, vous avez parfaitement raison de poser cette question. La loi Le Chapelier fait partie de la loi martiale, et la loi martiale a été proposée par l'Assemblée constituante, pour commencer, et ensuite elle a eu des développements permanents. Et qu'est-ce que c'est que la loi martiale? C'est une contradiction extraordinaire contre la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui reconnaît le droit de résistance à l'oppression et le droit de discuter des lois qui sont considérées comme mauvaises. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a un contresens qui est fait et qui est entretenu par certains sur la loi Le Chapelier, et en croyant que c'est une loi qui est isolée. Alors, la loi Le Chapelier, qu'est-ce qu'elle visait? Elle visait l'interdiction des coalitions d'ouvriers, comme on disait en ce temps-là, et ça voulait dire interdiction des grèves ouvrières pour faire hausser les salaires. Et il y avait des grèves ouvrières extrêmement nombreuses dans l'agriculture, parce qu'il y avait beaucoup de moissonneurs qui étaient des ouvriers agricoles, et puis aussi dans les manufactures. Mais c'était surtout dans l'agriculture qu'il y avait des bacchanales. On appelait les grèves des ouvriers des bacchanales. Bon, ben voilà, c'est un joli nom. Il faut le connaître, c'est pour ça que je vous le dis, c'est intéressant. Et alors, cette loi Le Chapelier, elle faisait partie de l'arsenal répressif des physiocrates qui avaient déjà essayé sous Turgot la loi martiale, et ils l'ont répété, et ils ont complété toutes les formes d'un père révolutionnaire pour l'élite, toutes les formes d'expression du mouvement populaire ont été visées petit à petit, les unes après les autres, entre 1789 et 1791, y compris la loi Le Chapelier, donc, par la loi martiale. Donc ça faisait partie de la loi martiale. Et qui a aboli la loi martiale? La Convention montagnarde. Elle l'a fait le 23 juin 1793 en discutant de la Constituante, hein, ce sera aussi à retenir, ce genre de choses. Et la loi Le Chapelier a donc été abrogée. Elle a été rétablie quand cela par la Constitution de 1795, et elle est demeurée tout au long du XIXe siècle. Et on sortait le drapeau rouge, et je vais vous apprendre ça juste pour finir, parce que c'est quand même très intéressant, je pense, le drapeau rouge de la loi martiale, qui a été utilisé dans la période de l'Ancien Régime, à partir de Turgot, sous la période révolutionnaire aussi, sauf dans la période montagnarde. Vous voyez la terreur aussi, ce que l'on peut comprendre et voir avec ce terme. Et puis, au XIXe siècle, les ouvriers qui ont subi la loi martiale ont changé le sens du drapeau, et ils ont pris ce drapeau rouge teinté du sang de l'ouvrier, comme le dit la chanson, et ils l'ont véritablement repris pour eux. C'est-à-dire qu'il y a eu une réponse très violente, très forte, très violente dans la conception des choses, sinon vous avez compris d'où venait la violence, dans le renversement de ce drapeau rouge qui est devenu le drapeau de la classe ouvrière, à partir de ce moment-là. Merci beaucoup.